Et bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler de physique urbaine, rien de dramatique. Alors moi, je suis du CNRS, je suis directeur de recherche et je suis physicien. Il se trouve que je suis dans un laboratoire à Washington, qui est un laboratoire, vous voyez, c'est un laboratoire de sciences humaines et sociales en fait, même d'épigénétique en fait. Vous savez, qu'est-ce qu'il fout là-bas? En fait, j'ai passé beaucoup de temps à Boston, enfin au MIT, où j'ai dirigé un laboratoire mixte CNRS MIT. Ce que je vais vous raconter là a commencé là-bas, je vais vous raconter le processus de ça et comment on l'a appliqué plus récemment à des problèmes de santé publique avec les gens de Washington. Alors, je souhaite associer à cette présentation Jack Roxon, qui a fait sa thèse pour le coup au MIT, donc qui est vraiment le cœur du travail, c'est le cas développé. Je l'ai embauché comme postdoc au CNRS, donc il habite aux US, et Julie Valéjo, qui elle est une Master 2 d'Aix-Marseille, parce qu'on avait un intérêt à aller vers les sciences sociales et de voir si la physique urbaine pouvait mesurer des effets de sciences sociales, notamment des histoires de pauvreté, de salaire, etc. J'en dirai deux mots. Voilà, donc l'histoire, évidemment, c'est dans le contexte du changement. Bon, oui, c'est le machin, il est là. De l'urbanisation croissante. Alors ça, c'est un graphe que je connais, que j'aime bien parce que c'est des données de l'ONU qui vous dit le nombre de villes de la taille de New York qu'il faudrait que nous construisions d'ici 2050. On est de l'ordre de 7, 8, ce qui est beaucoup, parce que New York, c'est 11 millions d'habitants. Et ça, alors après, il y a des fourchettes hautes et basses, mais n'empêche que c'est quand même beaucoup, et ça ne concerne pas tellement l'Europe, pas tellement les US, ça concerne l'Asie et plutôt l'Afrique. D'accord, mais n'empêche qu'il y a un vrai mouvement, mais ça on le sait tous, vers les villes. Alors, voilà, quelques notions de physique urbaine. Vous avez tous un background scientifique, et vous avez sûrement tous fait de la diffraction. Oui? Ouais? Vous vous rappelez? Non? Oui? Bragg? Donc quand vous prenez la loi de Bragg, d'accord, ça vous dit, l'interaction rayonnement-matière vous dit, voilà, ça, quand on analyse, c'est un solide, ça c'est un liquide, etc., c'est un cristallin, il y a de l'ordre, etc. Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est qu'on envoie un rayonnement sur la matière et on récupère un signal, on le Fourier transforme et on a une fonction dite de corrélation de paire, d'accord, qu'on appelle nous G de R, chez les physiciens ou chez les chimistes. Alors, typiquement ici, vous avez le G de R de l'argon liquide, d'accord? Et donc, nous, imaginons qu'on fasse ça pour les villes, on récupère les positions des bâtiments, on monte sur le toit ici, et donc là, sur le toit, je vais compter mes voisins. Donc je fais l'histogramme de mes voisins, premier voisin, deuxième voisin, je normalise ça par rapport à une densité à longue distance, et j'ai la fonction que j'ai bâtie à la main, cette fonction G de R. Et si je fais ça pour le calcul pour Seattle, vous voyez que Seattle ressemble furieusement à l'argon liquide. D'accord? Ça veut dire Seattle, alors il n'y a rien qui bouge dans Seattle, mais je vais parler, il y a du désordre intrinsèque, on en parlera après. Évidemment, si je prends le même argon, je le mets à plus basse température, je le fais cristalliser, et on s'attend à ce qu'on voit avoir des distances qui se répètent, parce qu'on a de l'argon cristallin, c'est-à-dire qu'il y a une maille élémentaire de position des atomes, à 3D. Si je fais ce même calcul pour Chicago, que vous connaissez bien, qui est bâti sur un réseau carré, notamment dans le centre-ville, on récupère un signal qui est là-bas en bas à droite, qui est très piqué, et donc ça vous dit que ça caractérise l'ordre. Bon. Une fois qu'on a dit qu'il y a des villes liquides et des villes solides, qu'est-ce qu'on en fait? Et ben on continue l'analogie, c'est vraiment là, j'allais dire, le cœur de cette physique urbaine, c'est rien de neuf, c'est juste la physique par analogie en fait. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'intégrale du premier pic, et ça va nous donner le nombre de voisins à 2 dimensions. Bon. Bref, et donc le nombre de voisins, typiquement, de premiers voisins par exemple, donc chaque bâtiment est entouré en moyenne dans ce quartier-là, parce qu'on peut faire le calcul de mètre local, de 4 bâtiments par exemple. Ok? Maintenant j'ai 4 voisins, imaginons que mes voisins sont organisés, que je sois au centre d'un carré. D'accord? Je peux calculer ce qu'on appelle un paramètre d'ordre. C'est encore un truc de physico-chimiste. Hein. Typiquement, c'est ça. C'est un nombre sans dimension qui vous dit, si ça vaut 1, l'ordre est parfait. Après, évidemment, on tend vers 0 quand on va vers de plus en plus de désordre. Ok, donc avec ça, on va aller un peu plus loin, avec l'idée d'analyser ça dans le cadre, par exemple, des îlots de chaleur. Alors, les îlots de chaleur, je ne vous rappelle pas, c'est tous des experts de ça. C'est mieux que moi. Alors, quand même, juste un point, c'est que nous, comme référence, on va prendre l'extérieur de la ville, la température pas très loin. Alors, typiquement, l'aéroport. D'accord? On dit qu'un niveau de chaleur, c'est le delta T entre le cœur de la ville et le dehors, et le dehors pas trop loin. Quoi. Alors, voilà. Donc, sur les littératures, on a souvent vu, souvent entendu qu'il y avait quand même des idées de densité urbaine liées à ça, dans ce delta T. D'accord? Et en fait, pas du tout. Enfin, ça marche mal, quoi, en tout cas. D'accord? Ça, c'est des villes américaines qui sont listées là. Voilà, donc vous voyez que c'est une corrélation un peu faiblasse, quoi. Donc on t'a dit, bon, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de lier ça à cette texture urbaine dont je vous parlais à l'instant, en termes d'ordre, etc.
Et on a trouvé que quand on écrit, on va coupler les bâtiments entre eux, donc on va faire un cluster statistique du quartier par exemple, on va aller coupler les bâtiments entre eux par une loi, ça c'est la loi de Stéphane Boltzmann à l'envers, d'accord, hein, le facteur 1,4, 1 quart, là c'est exactement ça. Et vous voyez qu'il y a cette fonction-là, elle dit que c'est la température loin, rurale, fois gamma, alors je vais en dire ce que c'est l'inverse de l'émissivité de surface, mais après il y a un terme qui dépend de la distance entre les bâtiments, d'accord. Et vous voyez que par ailleurs, il y a le L et le D. Le D, on l'extrait exactement de cette fonction G2R. C'est la distance moyenne entre les bâtiments. L, c'est l'empreinte au sol. H, c'est la hauteur des bâtiments, parce qu'évidemment, ça a à voir avec la quantité de surface en vis-à-vis. Voilà. Donc avec cette fonction super simple, on peut prendre, alors gamma est pas loin de 1, hein, bon, en général, on a montré, alors pour une trentaine de villes à l'époque qui sont là, mais depuis on en a fait 80, que pardon, les villes liquides, rappelez-vous, désordonnées, on garde en général moins la chaleur que les villes ordonnées, qui elles gardent plus la chaleur. Et ça, c'est assez bon accord avec les données mesurées. Alors mesurer, c'est quoi? C'est la station météo de l'aéroport et les quelques stations météo dans les villes. Il n'y en a pas forcément beaucoup, d'accord? Voilà, donc du coup, on a un effet de texture sur cet effet d'îlot de chaleur urbain. Alors, si vous êtes intéressé à ça, vous avez sûrement entendu parler du sky view factor, c'est-à-dire l'accès au ciel, quoi, d'accord, combien de ciel on voit. Et typiquement, alors évidemment que plus les bâtiments sont bas, plus la rue est large, plus on voit de ciel, d'accord. Donc quelque part, on a cet angle-là qu'on peut calculer, et on a dérivé une équation qui dépend de cet angle-là. Et vous voyez, pareil, paramétré par les mêmes données issues du G2R. Et vous voyez que ce sont des équations dans les deux cas. J'allais dire de physicien, il n'y a pas de paramètre ajustable, d'accord, c'est cache ce que c'est, avec le gamma, qui, j'en reviendrai, qui décrit les matériaux. Donc après, on peut discuter de ça, évidemment. Alors, appliquons ça. Alors, le point important, c'est la hauteur des bâtiments, parce que, évidemment, comme je disais, c'est la quantité de surface en vis-à-vis. Ceci dit, on parle d'open data, elles ne sont pas trop disponibles en France. Par contre, aux US, dans une ville comme New York, vous avez tout online, d'accord. Alors, je suis moins, enfin, je ne suis pas forcément sûr de ce que, côté français, mais côté US, c'est un truc qui est sûr, c'est la ville de New York, et elle est vachement bien pour ça, parce que c'est super documenté. Et donc ça, c'est notre calcul, d'accord, d'effet de delta T. Ça, c'est la température infrarouge mesurée par satellite. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose, mais en gros, ça nous dit les températures. J'ai évidemment beaucoup apprécié la présentation sur le LIDAR, d'accord, qui va nous donner les hauteurs de bâtiments en France, par exemple. Et voilà, et l'autre aspect, c'est que l'effet de chaleur urbain, ça se mesure la nuit. D'accord, c'est important, d'accord, de screener les données qu'on a pour la nuit. Et je dis ça parce que j'ai parlé à plein de villes en France, mais notamment à Nantes. Les gens de Nantes, le DGS de Nantes, me disaient oui, on fait ça avec l'agence d'urbanisme de Nantes. Alors j'allais se voir sur le site de l'agence d'urbanisme de Nantes. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des cartes de température prises en plein été à 1h l'après-midi. Donc ce qu'on mesure, c'est la température des tuiles. D'accord, c'est pas le delta T dans la rue, quoi. C'est pas d'accord, voilà. Donc voilà, faut faire attention. Quand on parle de ça, voilà. Alors après, on a ça, vous voyez, ça en développement, parce qu'on n'a même pas publié, c'est histoire de voir la température de surface, d'accord. Et c'est de le relier à ces paramètres de texture urbaine dont je vous parlais à l'instant, le nombre de voisins par exemple. On a trouvé ça, mais c'est pas satisfaisant parce que il y a le plus, mais il y a surtout plus A1 là. Je sais pas pourquoi il est là, mais c'est qu'en fait, on ne comprend pas ce que cette constante là, quand x, cette variable là. Donc voilà, bon c'est encore en développement, mais il y a sûrement un travail à faire pour caler, c'est-à-dire les températures de surface par rapport à la température de l'air, évidemment. Donc, on va plus loin. Ça, c'est Manhattan. Vous reconnaissez Central Park. On peut le faire dans le calcul, j'allais dire, à l'échelle du pâté de maison, quoi. Voilà. Et voilà, donc, OK, très bien, parce qu'à New York, encore une fois, on connaît les hauteurs. Alors, je poursuis avec Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que Marseille a une forme urbaine très différenciée selon les quartiers. C'est pas vrai à Paris du tout. C'est très vrai à Marseille. Et ça, vous connaissez Marseille, hein, la mer est là, ça c'est les îles, du Frioul, voilà, etc. Le port autonome est là, d'accord, voilà. Alors vous voyez, Marseille, c'est 288 000 bâtiments, le C, d'accord, c'est plutôt 2, d'accord. Le paramètre d'ordre est plutôt 0,4, c'est plutôt assez désordonné, mais c'est normal, c'est une ville historiquement longue, enfin, ça a 26 siècles d'histoire, hein. Voilà, et donc du coup, on a fait le calcul, comme je vous disais, on n'a pas trop les hauteurs de bâtiments. Alors là, ce qu'on a fait, j'ai fait un calcul, on a fait un calcul en supposant qu'on avait des hauteurs de 5 mètres. Donc Marseille, on va dire bourgeois, d'accord. Tous les Marseillais habitent dans des maisons basses, d'accord. Et puis on a mis tous les Marseillais dans des barres d'immeubles un peu plus prolétaires, d'accord, à 15 mètres. Donc c'est la carte de droite. Et je suis allé chercher les données de revenus à Marseille, de l'INSEE, c'est la carte en bleu ici. Donc plus c'est foncé, plus les gens sont riches. C'est l'échelle de revenus en haut. Et donc j'ai pondéré les deux cartes pour avoir cette carte composite-là, et on retrouve assez bien la carte satellite, quoi, l'infrarouge, quoi. D'accord. Alors c'est intéressant alors je reviendrai après sur cet aspect-là,
C'est parce que, alors, il y a un aspect intéressant à Marseille, on parle de végétalisation, ça c'est la carte de verdure à Marseille, qui marche assez bien, qui corrèle assez, enfin, entre les quartiers et les endroits vraiment frais, alors pas forcément, mais on va dire en tout cas, dans les quartiers pauvres de Marseille qui sont par là, d'accord, ces quartiers, clairement, il manque de verdure. Bon. Alors, toujours est-il qu'un point que je voulais mentionner ici, c'est que quand on met de la verdure, il ne s'agit pas de faire de l'ombre. Évidemment, c'est mieux de marcher à l'ombre, mais il s'agit de l'évapotranspiration, comme vous le savez, des végétaux. Et ça, du point de vue du physicien, c'est une transition de phase du premier ordre, confinée dans un pore, l'estomac pour les végétaux, mais ça dépend des nanopores du ciment ou de l'argile. La transition de phase gaz liquide est déplacée vers les basses humidités relatives. Et tant qu'on fait des pompes capillaires, qu'on transforme de l'eau liquide en gaz, cette transition de phase est du premier ordre, même confinée. Et donc, ça se fait à température constante. D'accord, donc c'est ça. Et d'où l'histoire des murs empisés, vous savez, d'argile, crue, etc., sont nanoporeux. Donc c'est des bons murs isolants thermiques. Alors bon, en même temps, ils font 2 mètres de large, mais d'accord, donc il y a tout ce côté de physique là-dedans qui est lié à cette transition de phase de l'eau dans le sol, dans les pores. Alors, là, j'ai un petit touchy slide. Touchy slide parce que je me suis réveillé au lendemain des élections présidentielles au premier tour, et vous avez ici le résultat, comment les gens ont voté à Marseille par bureau de vote. Et je me suis dit, putain, on dirait la carte de température. D'accord, donc ça marche assez bien à Marseille. D'accord, mais pour des bonnes raisons. C'est qu'effectivement, les gens qui sont dans ces quartiers-là, d'accord, sont plutôt mal installés, d'accord, et l'expriment. D'accord, quand tout va bien, ben, on a voté, enfin, quand il fait frais à Marseille, on a voté Macron, et le FN était à l'interface, quoi. D'accord, bon, c'est assez rigolo. Mais c'est surtout, alors du coup, ça c'est le rôle de Julie, elle est allée chercher les revenus par arrondissement de Marseille, d'accord, et ça c'est l'effet Yellow Chaleur. Vous voyez que tant qu'on n'est pas trop riche, hein, on a chaud à Marseille, d'accord. Et après, plus on est aisé, plus on a frais. Alors ça, c'est vrai à Marseille, mais on en parle souvent comme une évidence. Mais c'est absolument faux à Boston. C'est l'inverse à Boston. D'accord. Pourquoi à Boston? Ça c'est l'histoire, c'est que les ex-quartiers pauvres de Boston sont devenus les quartiers chics de Boston après la réhabilitation du centre-ville de Boston dans les années 70. Donc il faut aller dans l'histoire, il n'y a rien d'évident de tout ça. Et par contre, il faut le calcul pour New York, et New York c'est grand, à l'échelle on va dire de New York, pas par gros tas comme Manhattan ou le Bronx, plus résolu, on n'a pas de corrélation New York. Ah, donc, il faut faire attention, mais n'empêche qu'on peut imaginer que la physique puisse se dire, ou la mesure puisse se dire des choses sociales, quoi. Voilà, c'est le message. Bon, on a fait Marseille, il faut donc faire Paris, parce qu'il y a un match de foot tout le temps. Enfin, oui, j'ai presque fini. Et donc, du coup, c'est quoi? Paris apparaît d'un point de vue d'îlot de chaleur urbain comme un immense îlot de chaleur urbain. Les Parisiens manquent clairement d'espace vert, quoi. Donc ça, je finis sur... je continue, ça c'est Lyon, France. Alors Lyon, le message ici, c'est que Lyon, tout va bien, vieille ville, in fine, peu de chaleur urbaine, 2 rivières, enfin un fleuve, une rivière. Par contre, la chaleur autour de Lyon, c'est vraiment les villes plus récentes, comme Bron, comme, je ne sais pas, Villeurbanne, d'accord, et ça nous fait des taches rouges tout autour, donc l'effet de cuvette à Lyon, et c'est plus le tour de Lyon que Lyon en soi. Donc je finis avec Montpellier, on y est, donc Montpellier, c'est par contre beaucoup plus aéré, hein, en fait, finalement, tout ne va pas si mal que ça à Montpellier. Hein, je poursuis sur un effet de Enso Watt, on en fait quoi de ces trucs-là? Et là, c'est le jeu, alors on essaie de faire une start-up avec ça, mais l'idée, c'est que ça, prenons un bout de Manhattan. On va dire, on va imposer du désordre de façon liquide, d'accord, parce qu'on sait qu'a priori, ça garde mal la chaleur. Et on va bouger les bâtiments, on va en faire un jeu de Monte-Carlo, hein, façon physicien. Et la solution qui sort de ça, c'est ça. Et vous voyez que la ville fraîche, le quartier frais, c'est une ville très tortueuse, de bâtiments qui sont plutôt serrés pour être moins éclairés, évidemment, différenciés en hauteur de surface, de façade. Mais surtout, donc du coup, on s'aperçoit que minimiser l'effet de chaleur s'oppose à la mobilité. Donc c'est des messages qu'on peut dire aux municipalités, par exemple. Si vous voulez qu'on fasse ce quartier-là, à la mobilité dedans. Après, ça reste accessible par le bord, évidemment, quoi. D'accord. Alors, j'ai vraiment pas de temps, mais j'ai vraiment prévu ce truc. Mais ça, je finis sur un truc sur les tympans de vent. Donc, vous savez, par exemple, un bâtiment, il est designé par les mécaniciens en soi, tout seul dans la prairie. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe en ville? Et en ville, on a des tourbillons de vent, vous savez, ça s'appelle le coefficient traîné derrière les bâtiments, d'accord? Et donc ça dépend de l'écartement des bâtiments. Alors là, ça commence ici, puis après, quand on les rapproche très, très fortement, en fait, il y a un effet de peau, en fait, le vent ignore la ruelle, en fait, la ruelle très étroite. Quand on fait un calcul, on s'est amusé à faire des calculs sur des 2 villes américaines qui ont pris le même ouragan dans la tête. Ces 2 villes-là, l'ouragan remontait comme ça, dans la même direction, le même jour, et une ville qui est très ordonnée, les counties, et l'autre qui est très désordonnée.
Et donc, on mesure ça, et voilà, vous voyez que par exemple, dans la ville Sarasota, qui est désordonnée, on a un drag coefficient qui est plus petit que dans la ville ordonnée. D'accord? Donc, quelque part, en termes de résistance des bâtiments à l'effort de vent, on peut prédire que la ville désordonnée va mieux résister. Et si on finit là-dessus, par exemple, ça, c'est une carte du passé. On a fait une simulation du passé d'une ville qui s'appelle Mexico Beach, qui est dans le nord-ouest de la Floride, qui s'est pris l'ouragan, qui est arrivé comme ça. Et en fait, quand on voit rouge sur rouge, c'est qu'on a bien prédit la destruction. Le bâtiment est par terre et on l'a prédit. Quand vous voyez noir sur rouge, c'est qu'on a un défaut. D'accord? On n'a pas tout prédit. On a prédit 70% des destructions. Et là, vous voyez un point où ça n'a pas marché du tout sur la plage. Et vous savez pourquoi? Parce que c'était le seul bâtiment du quartier en béton. Tout le reste est en bois. Donc c'est la fameuse théorie des 3 petits cochons. Voilà, d'accord. Le bâtiment en béton, il a résisté à l'ouragan. Donc là, on n'a pas fait d'effort dans la modélisation pour discriminer le matériau, d'accord. Mais n'empêche que le bâtiment a résisté. Ça a fait la front page du New York Times. Et donc Jake a fait donc, dans sa thèse des cartes de risque en fait à l'échelle de la Floride, où on peut dire jusque dans le quartier, a priori ce bâtiment est plus en souffrance que d'autres, et pourquoi pas imaginer par exemple des cartes de risque, pour les assurances, par exemple. Voilà, je vais arrêter là, sinon je vais dépasser, parce que j'avais un truc à vous dire sur le Covid, par exemple, que le Covid s'est aussi déployé dans les villes de manière très différenciée, pour des bonnes raisons de physique urbaine. Je vous remercie.